Nous aurons maintenant le plaisir d'avoir une présentation sur la cohorte québécoise sur les trajectoires de soins. Donc, Dr. Alain Vanasse, directeur scientifique de l'unité de soutien, et Mike Benigeri, coordonnateur de la cohorte. À vous la parole, messieurs. Alors, bonjour, bon après-midi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler avec mon collègue Mike d'un projet qui a été soutenu par la composante accès aux données de l'unité de soutien de la SRAP et qui consistait à justement mettre sur pied une cohorte de données enrichies, donc de données qui combinaient, des données de différentes sources. Utiliser des données pour mieux comprendre ce qui se passe dans la santé de la population, ça ne date pas d'hier, ça date d'avant-hier. En 1848, John Snow avait utilisé des données sur les problèmes de maladies infectieuses, particulièrement le choléra, et il avait regardé la distribution des malades dans la ville de Londres en lien avec les sources d'approvisionnement en eau potable. Il s'est aperçu qu'il y avait une concentration de choléra dans une source d'eau qui était approvisionnée en aval de la ville de Londres, donc après les décharges, alors que dans les trois autres sources d'approvisionnement qui étaient approvisionnées en amont, il y avait pratiquement aucun cas de choléra. Donc, il en est venu à proposer que le choléra était une maladie qui se transmettait par l'eau, donc par voie digestive. Un autre exemple d'utilisation des données pour mieux comprendre la santé des populations, Anderson, en Ontario, a croisé des données de santé avec des données sur l'immigration et il a pu mettre en évidence que parmi les populations immigrantes, les problèmes de désordre psychotique étaient beaucoup plus élevés chez les immigrants réfugiés que chez les migrants non réfugiés, et particulièrement dans les populations ouest et est africaines. Donc, c'est des exemples qui démontrent qu'en croisant des données, on peut arriver à mieux comprendre un petit peu les problèmes de santé au niveau des populations. En fait, pour bien comprendre et expliquer les problèmes de santé au niveau de la population, il y a plusieurs modèles sur les déterminants de la santé, mais en gros, il y a trois types de déterminants. Des déterminants qui sont individuels, des déterminants qui sont au niveau des soins de santé, puis des déterminants plus au niveau de l'environnement social et physique. Donc, en gros, on parle des déterminants comme déterminants de biologie, génétique, les déterminants sur les comportements individuels, les environnements sociaux, physiques et les services de santé, donc l'accès et la qualité des soins. Ces déterminants-là nous permettent de faire des études intéressantes, notamment sur toutes les études sur les inégalités de santé qu'on retrouve dans les populations. Wyman, en 2011, a produit un modèle qui nous permettait peut-être de mieux comprendre le lien entre un problème de santé et son issue, soit en termes de santé ou de maladie ou de récupération, par un environnement complexe. Donc, on est dans la complexité ici, où dans la trajectoire de santé de l'individu, il y a des déterminants biologiques, des déterminants comportementaux, les environnements physiques et sociaux dont on parlait tout à l'heure, et tout ça dans une perspective où le patient se promène dans un système de santé où la qualité et l'accès aux soins peut être différent, et dans un système politique qui peut influencer négativement ou positivement les accès, dont, entre autres, par exemple, ici au Québec, la politique sur l'assurance médicaments qui favorise beaucoup, qui réduit les inégalités de santé en défaveur des populations qui sont économiquement défavorisées. Donc, on peut avoir des données individuelles, souvent des données sous forme d'enquête qui nous donnent des données riches sur l'individu. Ici, au Canada, on a la chance d'avoir l'enquête sur la santé des communautés canadiennes qui se fait par cycle de 2 ans.
Il y a des données sur l'environnement qui nous provient souvent des études de recensement, des recensements annuels qui nous permettent de développer des indicateurs environnementaux de défavorisation matérielle, de défavorisation sociale en ce qui concerne les quartiers, l'importance de l'immigration dans les quartiers, etc. Et sur les soins de santé, ici au Québec, on peut avoir des données relativement complètes sur les soins qui sont offerts à la population, notamment au niveau de la Régie d'assurance maladie du Québec et des données du ministère. Pour bien utiliser ces données dans un contexte de trajectoire de soins, on a développé un modèle qui s'appelle le 6W, qui nous permet vraiment de mettre de façon multidimensionnelle l'utilisation des données dont je viens de vous parler. Et principalement, c'est les individus qui se promènent dans le système de santé, passent à travers une trajectoire où il y a toujours les mêmes dimensions. Donc, l'individu rencontre le système de santé pour une raison. Il rencontre un professionnel de santé défini, dans un endroit défini. Il reçoit un traitement spécifique et tout ça se passe sur une ligne de temps. Donc, ce modèle d'opérationnalisation des trajectoires de soins nous permet d'étudier de façon beaucoup plus détaillée des concepts qui sont reliés aux trajectoires de soins, comme la continuité des soins, la transition des soins, l'épisode de soins, etc. Donc, nous avons, afin d'étudier les trajectoires de soins pour des maladies propices aux soins ambulatoires en première ligne, on voulait donc créer une cohorte pour identifier les trajectoires de soins optimales, adaptées à la réalité des patients et dans leur contexte. Et là, on parle plus de trajectoires de soins personnalisés, trajectoires de santé personnalisées. Pour y arriver, il fallait d'abord être capable de décrire les trajectoires de soins des patients selon le modèle 6W, donc selon les caractéristiques individuelles et environnementales, de mesurer les variations dans ces trajectoires de soins et de regarder leur impact positif ou négatif sur la santé des patients et même aussi sur l'organisation des services. Donc, c'était nos objectifs et c'est pour ça qu'on a créé la cohorte. Il y a différentes thématiques qu'on a choisi de cibler pour ne pas se retrouver dans des situations où on avait des maladies rares qui n'auraient pas pu être étudiées avec cette cohorte-là. Donc, on a vraiment pris des thématiques qui sont, qu'on dit, des maladies chroniques propices aux soins ambulatoires, donc particulièrement traitées et traitables en première ligne. Je vais maintenant laisser Mike vous expliquer le détail de la cohorte. Donc, en fait, pour créer la cohorte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les répondants des 3 derniers cycles de l'enquête sur les collectivités canadiennes. Donc, chaque 2 ans, Statistique Canada fait une enquête à travers le Canada. Et au Québec, il y a environ 25 000 personnes qui répondent à cette enquête. C'est une enquête qui concerne les 12 ans et plus, qui est représentative de la province, mais aussi à l'intérieur de la province, des régions du Québec. Les gens, quand ils répondent à l'enquête, donnent leur autorisation ou non au jumelage de ces données. Donc, ce qui va faire partie de la cohorte, c'est les personnes qui ont autorisé le jumelage. C'est à peu près 95% des gens qui répondent à l'enquête et qui autorisent le jumelage de leurs données. À terme, quand on va avoir l'ensemble des enquêtes prévues dans la cohorte, on va avoir environ 130 000 personnes. La cohorte est disponible à l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, dans leurs locaux sécurisés du cas de risque. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme données dans la cohorte? Donc, il y a toutes les réponses des personnes aux enquêtes de l'ESCC. Les enquêtes de l'ESCC sont des grosses enquêtes où il y a énormément d'informations, comme des informations sur les habitudes de vie des personnes, donc l'activité physique, l'usage du tabac, la consommation d'alcool, etc. Vous avez aussi toute l'information rapportée sur les maladies et l'état de santé. Donc, on a des indicateurs d'état de santé, la dépression, les limitations d'activité rapportées, la taille et le poids auto-rapporté aussi. Donc, c'est juste quelques exemples que je vous donne de l'ensemble des variables.
On a aussi l'utilisation rapportée des services de santé. On va voir tout à l'heure l'utilisation dans les banques de données médico-administratives, mais ici, ce qu'on regarde, c'est les gens qui rapportent ce qu'ils ont fait comme interaction avec le système de santé. Et ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir des données qui ne sont pas dans les banques de données médico-administratives. Donc, par exemple, les visites avec un psychologue en privé ne vont pas se retrouver dans les banques de données médico-administratives, mais vous allez pouvoir les retrouver dans les réponses de l'ESCC. Et finalement, les renseignements sociodémographiques des personnes. Donc, on va avoir vraiment tous les renseignements sur le revenu, l'éducation, le lieu de résidence, etc. Donc, il y a à peu près, c'est vraiment des grosses enquêtes. Il y a peut-être un millier de variables dans les enquêtes de l'ESCC qui touchent toutes sortes de domaines. Puis là, vous avez vraiment juste un petit aperçu de ces variables-là. Au niveau de l'utilisation des services maintenant, on a été chercher, donc pour les répondants qui ont accepté leur jumelage, on a été chercher leurs données médico-administratives. Donc ça comprend les données de la RAMQ, c'est-à-dire les prescriptions de médicaments pour les personnes qui sont assurées avec le gouvernement, et les services médicaux, donc tous les paiements à l'acte des médecins dans l'ensemble du réseau sont intégrés dans cette banque de données. Finalement, on a aussi été chercher les données du ministère de la Santé, puis ça comprend les hospitalisations. Donc, tout le dossier, chaque fois qu'il y a une hospitalisation, on rentre dans la banque Médéco et la banque APR-DRG l'ensemble des éléments en lien avec l'hospitalisation. On a aussi les visites à l'urgence. Il y a une nouvelle banque de données au Québec qui s'appelle la BDCU qui donne tout le détail du parcours à l'urgence des patients. On a les services en CLSC, donc tous les services à domicile, les services prénataux, la vaccination, tous ces éléments-là vont se retrouver dans les services en CLSC. Et finalement, le fichier des décès, qui est un fichier du ministère, mais qui est géré par l'ISQ. Et pour l'ensemble de ces données, on a un historique de 20 ans, de 1996 à 2016. Donc, on va pouvoir suivre ces patients sur 20 ans. On a une date index qui est la date où ils ont répondu au questionnaire de l'ESCC, mais pour les données administratives, la période est la même pour l'ensemble des personnes. Finalement, au niveau de l'environnement, on a l'information sur l'endroit de résidence des patients et on est capable d'avoir l'aire de diffusion, qui est la plus petite unité de Statistique Canada, qui nous permet de jumeler les informations du recensement avec chacune des personnes. Donc, ce n'est pas des données individuelles, c'est des données écologiques, mais on va être capable de dire que la personne vit dans un quartier défavorisé ou dans un quartier où il y a un taux d'immigration important ou dans un quartier rural, par exemple. On a aussi développé une boîte à outils pour aider les chercheurs à utiliser ces données. Donc, on a mis en place un outil de documentation en ligne des données de la cohorte. Cet outil va permettre de décrire l'ensemble des variables. Tout à l'heure, je vous parlais des 1000 variables de l'ESCC. Donc, on a décrit chacune des variables de l'ESCC, ainsi que des banques de données médico-administratives. On est en train de construire une bibliothèque des algorithmes pour la sélection des cas des patients. Donc, si vous êtes intéressé par des patients diabétiques ou MPOC, on va avoir des algorithmes de sélection des cas à partir des banques de données médico-administratives. On a aussi un répertoire de variables composées. Donc, souvent, les chercheurs ont besoin d'indices de comorbidité. Donc, l'idée, c'est d'essayer de créer un indice qui va déjà être là avec des algorithmes préprogrammés en SAS qui vont permettre aux chercheurs de ne pas avoir à reconstruire l'indice à chaque recherche. Et on a prévu aussi une initiation à la cohorte parce que c'est des données qui sont quand même assez complexes. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les chercheurs au début quand ils vont commencer à utiliser les données de cette cohorte. Rapidement, vous donnez un exemple de documentation de la cohorte. Donc là, vous voyez, c'est les variables médico-administratives. Donc vous voyez, pour chacune des variables, on va être capable d'avoir le code de la variable, comment elle est codée dans la banque de données, la description de la variable,
le domaine des valeurs, de valeurs, c'est quoi les domaines de valeur de chacune des variables, les particularités aussi de chacune des variables. Même chose avec les données de l'ESCC. Là, vous voyez qu'à droite, on voit que les variables ne sont pas toujours dans la même enquête. D'une enquête à l'autre, les questions peuvent changer. Donc, vous allez pouvoir créer des cohortes pour, par exemple, l'enquête de 2007, mais pas pour l'enquête de 2012. Ou bien, vous allez choisir des variables qui sont présentes dans les 3 enquêtes parce que vous voulez créer une cohorte avec l'ensemble des données. Donc, ça, c'était la présentation de la cohorte. Et puis, je vais laisser Alain. Donc, qu'est-ce que ça apporte de plus, cette cohorte-là? Ça donne accès à des chercheurs qui veulent avoir accès à de l'information riche, enrichie, qui est très difficile à mettre ensemble et qui pourrait donner la possibilité de faire des études avancées. Par exemple, j'ai un exemple, il y a le docteur Lacasse et Vicente qui sont en train d'essayer de créer un indice du genre basé sur les caractéristiques qui sont retrouvées dans l'enquête sur les sociétés, sur l'enquête sur les santé des communautés canadiennes, qui ne serait pas possible juste avec les données médico-administratives. Donc, avec les données médico-administratives, on peut faire des enquêtes, sur des études avec des différences de sexe. Et si on veut faire des études avec des différences de genre, il faut avoir des données plus riches, et ce que la cohorte permet. En fait, cette cohorte-là permet aussi de développer une communauté de chercheurs sur les trajectoires de soins. Les trajectoires de soins, c'est un concept qui est assez théorique dans la littérature. Il y a beaucoup d'écrits qualitatifs sur les trajectoires de soins. C'est descriptif. Donc ici, il va y avoir une communauté de chercheurs qui vont travailler sur ce concept-là. Et dans cette communauté de chercheurs-là, il y a des chercheurs qui vont développer des méthodes innovantes pour justement mieux mesurer et caractériser les trajectoires de soins, notamment avec des analyses avancées comme les modèles Markov cachés à temps continu, etc. Comment elle est gérée, cette cohorte-là? En fait, cette cohorte-là est née d'un partenariat entre l'unité de soutien de la SRAP et l'Institut de la statistique du Québec, donc un partenariat formel. Et elle est conseillée par une table de travail co-dirigée par l'unité soutien et Mme Giguère de l'ISQ. Sur cette table, il y a 16 chercheurs qui viennent des 4 US du Québec, donc c'est vraiment une cohorte pan-québécoise, sur laquelle siègent aussi des patients partenaires et des décideurs. Et le mandat de cette table-là, c'est vraiment de veiller à la programmation scientifique des chercheurs qui vont utiliser cette cohorte-là, définir les modalités de gestion et d'exploitation, de regarder l'approbation de nouveaux projets et de suivre les travaux. Pour l'instant, l'utilisation de cette cohorte-là se limite aux 14 chercheurs qui ont fait la demande à la Commission d'accès à l'information. Mais on veut, dans la suite, on veut que cette cohorte-là serve à d'autres chercheurs et à d'autres projets. Et on est en train de regarder les modalités de comment on va pouvoir légalement, éthiquement et aussi financièrement permettre l'accès de cette cohorte-là à d'autres chercheurs au Québec. Et ces autres demandes-là devront être approuvées par la table de travail et approuvées par la Commission d'accès à l'information si elles ne rentrent pas dans les premiers critères qui ont été autorisés par la Commission d'accès à l'information, c'est de travailler sur le projet de cohorte sur trajectoire de soins pour les conditions et les maladies que j'ai nommées tout à l'heure. Alors, ça fait le tour de la cohorte sur les trajectoires de soins. S'il y avait des questions, on est disponible. Considérant que les individus qui ont consenti
partager des données, à ce que les données soient appariées avec les données des deux sources, là, mettons, des sources différentes. On peut considérer que ce sont des patients qui ont consenti à la création de cette data bank, là, si on veut. Alors, la question que je me pose dans toutes la fonction couramment des comités d'éthique donnent une approbation de permettre accès à des data banks en autant qu'il y a un mécanisme d'évaluation scientifique qui est solide et qu'il y a une approbation par un comité d'éthique aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par le CAI pour accéder à cette information? Est-ce qu'on pourra envisager un mécanisme autre? Ça dépasse un peu mes compétences, mais un élément de réponse, ce projet-là a passé par l'évaluation scientifique et le comité d'éthique du CHUS et c'est ça. Et c'est ça. Et par la Commission d'accès à l'information pour l'utilisation des 14 chercheurs et de leur équipe sur les trajectoires de soins, donc dans le concept des inégalités sur les trajectoires de soins. Et donc, s'il y avait un autre chercheur qui venait, je pense que ça ne change pas grand-chose. Surtout si, par exemple, un chercheur se joint à mon équipe pour travailler sur les inégalités des trajectoires de soins pour le diabète, par exemple. C'est pas clair, il va falloir, et on a posé la question à la Commission d'accès à l'information, on attend la réponse. Est-ce qu'il faut une nouvelle autorisation ou pas? Et concernant les comités d'éthique, on n'a pas vraiment pensé qu'il fallait retourner au comité d'éthique comme c'était le même projet et les mêmes objectifs de recherche et les mêmes données. Donc, les données ne changent pas. Et si jamais un chercheur voulait rajouter des données, bien, je pense que c'est une nouvelle demande. Il faut reprendre le processus à zéro avec comité d'éthique, évaluation scientifique et accès de la Commission d'accès à l'information. Si je comprends bien, ça n'a pas besoin de repasser par la CAI. Cet accès est pour l'équipe de chercheurs en place. Vous avez un accès pour les 14 chercheurs, pour les questions de recherche spécifiques et pour les données qui sont déjà autorisées. Ça, c'est déjà en place. En fait, il faut juste comprendre la loi. Je pense que je vais prendre la peine, ça vaut la peine, là. C'est que dans la loi, quand la CAI donne une autorisation pour une recherche, en fait, c'est vraiment pour une recherche spécifique. C'est, d'une certaine façon, elle autorise un chercheur à recevoir communication des renseignements personnels à des fins bien spécifiques et à des conditions spécifiques. Puis dans ces conditions-là, il y a la condition de ne pas partager avec d'autres. En fait, c'est s'il veut partager avec d'autres, entre guillemets, il faut que ces personnes-là viennent présenter leur projet à la CAI et demandent à avoir accès à une utilisation secondaire de ces renseignements-là, par exemple. Il y a la loi sur l'accès, mais il y a aussi la loi sur la RAMQ, parce que la loi sur la RAMQ est encore plus restrictive par rapport aux renseignements personnels. Donc, c'est une question de législation en ce moment. Si on veut, c'est vrai que les comités d'éthique peuvent permettre certaines utilisations secondaires, mais il faut comprendre que les normes de l'éthique de la recherche et la loi doivent se marier. Et dans cette situation-là, quand l'autorisation vient de la CAI, bien, on est dans le monde plus légal que dans le monde éthique, là, dans le monde normatif. Il y a une différence entre les deux. Elle autorise une personne à recevoir communication. Ils viennent après. Exact. C'est les organismes et ministères. J'ai peut-être une petite précision, un commentaire là-dessus. Cette cohorte-là a coûté des centaines de milliers de dollars à mettre sur pied. On est autorisé de l'utiliser de façon assez restrictive pour 14 chercheurs, avec des objectifs de recherche restrictifs, avec l'obligation de détruire cette banque de données-là dans 5 ans. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est une bonne utilisation des ressources qui sont utilisées? Donc, nous, ce qu'on espère, c'est d'être capable de travailler avec la Commission d'accès à l'information et les détenteurs de banques de données pour pouvoir prolonger cette utilisation-là au service de la population et pour le bénéfice des patients et de ne pas jeter à la poubelle dans 5 ans pas 200 000 $, là, c'est plus que ça.
peut-être je manque une bonne compréhension. Je comprends qu'on est dans un contexte relativement restrictif sur le plan législatif. Et ça, c'est tout à fait... on comprend le contexte, mais on doit se poser la question, est-ce que la législation actuelle est en accord avec l'évolution des grandes tendances en termes d'accès aux données pour favoriser l'exploitation des données, pour favoriser le développement des recherches, le développement des connaissances. Et surtout, on est dans un système de santé qui représente un énorme fardeau pour la population. On a une obligation de s'assurer qu'on a en place des mécanismes qui permettent une amélioration constante des connaissances et des pratiques. Et il me semble que la législation doit tenir compte que les grandes tendances sont, sur le plan international, est de donner accès à une donnée dans un contexte qui est quand même très, très bien contrôlé, mais qui, je pense que c'est peut-être cette question qui doit être soumise aux législateurs. Merci infiniment.